la suite de Sébastien, je suis Isabelle Fayolle, pour ceux qui ne m'avaient pas vu hier. Donc, c'est moi qui vais animer cette partie des échanges sur les actions périscolaires à impact positif. Est-ce que les intervenants sont tous au premier rang dans les parages? Ça m'arrangerait, messieurs, dames. Alors, comme vous le savez, ou pas, la France, selon les études internationales, est un des pays les plus inégalitaires de l'OCDE. Ça veut dire que la condition sociale des parents détermine encore beaucoup la réussite ou l'échec scolaire des enfants. Ça reste une réalité. Que ce soit dans les banlieues défavorisées ou dans les zones rurales, il y a encore aujourd'hui trop d'enfants qui échouent et qui ont du mal à trouver leur place à l'école et puis ensuite leur place dans l'emploi et dans la société. Alors, il y a des actions numériques qui permettent de favoriser un peu l'égalité des chances, et puis l'accès à l'éducation et à la formation avec de nombreux dispositifs. Parmi ces dispositifs, vous allez voir, on va parler plus en détail de campus connectés. Il y a également des projets éducatifs territoriaux. On va développer ça tout au long de ces échanges. Et on a également du tutorat, du mentorat à travers des initiatives sur lesquelles on va vous faire un focus pendant cette table ronde. Alors, pour commencer, on va ouvrir le bal. Je crois qu'il y a un petit souci avec le son. Là, c'est bien. Là, on y est. OK. Là, on peut discuter. OK. Alors, pour commencer, on va d'abord parler du campus connecté Made in Cantal. D'accord? Et pour en parler, je vais appeler sur la scène Monsieur Raphaël Couder. Donc, vous êtes directeur adjoint de l'INSPE de Clermont-Auvergne. Merci de nous rejoindre. Betty Faure, bienvenue. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable du campus connecté du Cantal. Et Florian Morel, vous êtes conseiller délégué à l'enseignement supérieur du conseil départemental du Cantal. Bienvenue, prenez place. Tu peux envoyer la musique. Alors, le campus connecté du Cantal, pour ouvrir le bal et commencer, on va vous passer une vidéo qui va résumer un peu les actions de ce campus connecté Made in Cantal. Et on fera juste ensuite du focus sur ce campus avec nos 3 intervenants. Donc, on commence en images. Suite à l'appel à projet lancé par le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, et sous l'impulsion du ministère de l'Éducation nationale via les rectorats et la direction des services départementaux de l'Éducation nationale, le Conseil départemental du Cantal a souhaité répondre à cet appel en s'associant à la composante INSPE de l'Université Clermont-Auvergne. Cet appel à candidature a reçu un accueil favorable en juillet dernier et le campus connecté Cantal-Auvergne a ouvert en octobre. Ce projet consiste en un double pilotage. Tout d'abord, un pilotage financier assuré par le Conseil départemental du Cantal et enfin un pilotage pédagogique qui a été confié à la composante INSPE, site d'Aurillac. Il s'agit ainsi de densifier l'offre de formation supérieure au sein d'un territoire rural. Désormais, les étudiants peuvent suivre depuis le campus universitaire aurillacois de multiples diplômes et formations. À qui s'adresse ce dispositif ? Ce dispositif s'adresse aux personnes qui souhaitent suivre une formation post-bac ou universitaire, mais qui n'ont pas la possibilité d'habiter à proximité de l'établissement qui propose cette formation. Il s'adresse également aux personnes qui souhaitent suivre une formation à distance, mais qui hésitent par crainte de se retrouver livrées à elles-mêmes. Le campus connecté est également créé pour les personnes qui n'ont pas le matériel informatique, pour suivre une formation à distance. Que propose le campus connecté ? Le campus connecté propose du prêt de matériel informatique et une mise à disposition d'espaces de travail, un accompagnement individuel toute l'année avec des tuteurs, un collectif de travail avec d'autres étudiants et la possibilité de participer à des activités sportives et culturelles organisées par l'université. Le responsable universitaire du campus connecté coordonne et met en œuvre le pilotage pédagogique du dispositif au sein du campus. Il va mobiliser des formateurs universitaires qui vont devenir les référents des étudiants. Cette équipe va faire un accompagnement collectif
et va également proposer des modules de formation complémentaires dans le domaine de la méthodologie de travail, mais également en fonction des besoins exprimés. Communication orale et écrite, entraînement individualisé, apprendre à maîtriser un environnement numérique. De plus, des étudiants en Master 2 MEF, métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, vont devenir tuteurs de proximité des étudiants campus connectés. Le conseil départemental assure, quant à lui, une assistance technique pour les aspects numériques. Comment intégrer un campus connecté ? Il faut au préalable être inscrit sur une formation universitaire dans n'importe quelle université française, à condition que cette formation soit proposée à distance. Il faut ensuite prendre contact avec le référent pédagogique campus connecté du département, soit par mail, soit par rendez-vous téléphonique. Le campus connecté, quant à l'Auvergne, accueille actuellement 16 étudiants, avec notamment un partenariat fort avec le stade Aurillacois. L'une des perspectives du campus est d'accueillir 24 étudiants à la rentrée prochaine, en développant notamment de nouveaux partenariats. Les lycées de la Haute-Auvergne à Saint-Flour et Marmontel-Pompidou à Mauriac ont accepté d'accueillir des antennes du campus connecté, en écho notamment aux formations post-bac qui existent déjà dans ces établissements. Dans un premier temps, 5 étudiants par an sur chacun de ces deux lycées pourraient intégrer ces antennes de campus connectés dès la prochaine rentrée de septembre. Enfin, en parallèle de ces perspectives, un autre projet est en incubation. Il s'agit de déployer sur le campus universitaire un tiers-lieu permettant de créer des communautés numériques et des lieux d'échange. Il s'agira de la fabrique des territoires, qui permettra d'aller plus loin dans la départementalisation du campus connecté, en s'appuyant notamment sur les tiers-lieux du réseau Cybercantal répartis sur le département. Donc voilà, avec cette vidéo qui nous donne un qui, quoi, où, comment, pourquoi synthétique. Donc merci beaucoup parce que ça nous permet de voir ce dispositif. Florent Morel, je vais commencer par vous. Pourquoi soutenir cette initiative? Pourquoi c'est porté par le département? Alors, bonjour à tous. Alors, cette vidéo a été très instructive parce qu'on a vu le fonctionnement, l'organisation. Ce qui est important de rappeler, c'est pourquoi le département du Cantal s'inscrit totalement dans cette démarche. Ça a été rappelé hier ici même par le ministre Giraud, 40% des étudiants issus de la ruralité ne poursuivent pas justement dans l'enseignement supérieur par méconnaissance des filières, par difficultés financières, les ressources. Tout à l'heure, on parlait justement de la reproduction sociale. Souvent, nous, on est au niveau du seuil, donc on n'a pas les aides, on n'a pas les bourses, et donc c'est des jeunes qui ne seront pas accompagnés pour pouvoir aller vers les métropoles et suivre un enseignement supérieur de qualité. La distance aussi, parce que quand on est dans un département, même si on travaille énormément pour le désenclaver, il y a des distances pour rejoindre ces métropoles, donc, et puis aussi l'éloignement familial, donc c'est multifactoriel, ce qui fait que des jeunes, des fois, se limitent à rester sur des études plus courtes ou ne pas faire d'études supérieures, alors qu'ils ont un très bon niveau. Le niveau des lycéens dans les départements ruraux est excellent. Donc l'idée, c'est de pouvoir permettre à ces jeunes de pouvoir continuer dans l'enseignement supérieur avec un très large choix de formation. Et là, l'INSPE va pouvoir évoquer tout ce qui est proposé, mais de permettre justement, en restant dans le Cantal, de pouvoir aussi conjuguer avec d'autres activités sur le site d'Aurillac, donc depuis un an, et là de le déployer sur l'entièreté du département, parce que c'est un département très grand, avec justement des difficultés des fois de distance. Donc de pouvoir le proposer à partir de cette rentrée sur Saint-Flour et Mauriac, donc deux lycées partenaires. Donc c'est un vrai plus pour nos étudiants cantaliens. Le département du Cantal a mis en son cœur de projet l'attractivité dans toutes ses politiques. Et l'attractivité au niveau étudiant, aujourd'hui c'est 1600 étudiants dans le Cantal, 60% sont issus des départements extérieurs. Donc c'est de continuer à faire venir... Issus de l'extérieur? 60%. 60%, d'accord. Donc on a des filières d'exception dans le Cantal, comme la bio, qui nous permettent de faire venir des étudiants d'autres départements, des étudiants qui vont, on l'espère, rester dans notre territoire parce qu'il y a des entreprises à la pointe dans ces secteurs et dans d'autres secteurs également. Et donc c'est de continuer sur cette dynamique-là avec des nouveaux départements. On l'a vu avec le STI, donc le Statistique et Informatique Décisionnelle Orientation Sécurité, qui a été lancé récemment au niveau de l'IUT. Donc continuer à avoir des nouvelles formations, diplômantes qualifiantes, de pointe, et qui sont aussi en accord avec le besoin du territoire, parce qu'il faut après que l'étudiant puisse trouver une activité professionnelle sur le territoire dans sa formation. Donc il y a un gros travail qui est fait par le département dans notre activité, et là, le Campus Connecté, c'est vraiment un outil de plus. Et là, l'INSPE, on va laisser parler Betty et Raphaël, sont vraiment
la cheville ouvrière de la réussite de ce projet. Donc là, on vient de voir avec vous pourquoi cette initiative est portée par le département. Et avec vous, Raphaël Couder, donc je rappelle que vous êtes directeur adjoint de l'INSPE Clermont-Auvergne. Tout va bien avec le micro? Je pense que oui. Oui, voilà. Alors, comment cette initiative est portée? On a vu pourquoi. Maintenant, on essaie de voir un peu plus en détail comment. Merci. Alors effectivement, je vous salue également. Alors effectivement, sur le comment, vous l'avez vu aussi, je pense, à travers la vidéo. Si je devais résumer celle-ci, c'est quoi? C'est un lieu que l'on propose, un lieu équipé, un équipement. C'est un accompagnement et c'est un environnement. Donc le lieu est équipé pour que les personnes puissent travailler, parce que le campus connecté, c'est chacun vient avec sa formation qui est à distance. Le campus connecté ne propose pas de formation en soi. Le campus connecté est là pour faire en sorte que les personnes qui ont une formation portée à distance par n'importe quelle université ou organisme de formation puissent bénéficier de matériel, puissent bénéficier d'un accompagnement, d'un tutorat, et on rentrera peut-être dans le détail ensuite, et puissent également bénéficier d'un environnement sur le site d'Aurillac, un environnement universitaire, services de santé, services de restauration, services sportifs, services culturels. L'enjeu, c'est bien effectivement de permettre l'accès à l'enseignement supérieur à la majorité des individus, vous l'avez précisé, mais c'est aussi, je me permets de saluer Madame la directrice académique, on travaille beaucoup autour de ces aspects-là, c'est aussi favoriser la réussite de ces étudiants. Accéder à une formation est une chose, en permettre la réussite en est une autre. Et si vous voulez, par rapport à l'évolution du paysage universitaire, si je le caricature trop rapidement, c'est quoi? C'est d'abord des grands centres universitaires, et ensuite, c'est de se dire, on va développer des antennes universitaires. C'est le cas d'Aurillac, c'est le cas du Puy, le cas de Moulins. Sur ces antennes universitaires, la faiblesse, c'est laquelle? C'est qu'on ne peut pas y mettre toutes les formations, comme sur les grands sites universitaires. La troisième étape, c'est quoi? La troisième étape, ça a été de construire des formations à distance. Mais la faiblesse des formations à distance, c'est qu'on a 60% des personnes qui décrochent sur ces formations, parce qu'on est isolé quand on est à distance. Et justement, quatrième étape, c'est le campus connecté, avec, comme je viens de le dire, on pourra peut-être même d'ailleurs en faire un slogan, équipement, environnement et accompagnement. Ah, vous êtes fort pour les slogans et les punchlines, donc bravo. Alors Betty Ford, on a vu dans le film là que vous avez passé tout à l'heure ce fonctionnement de tutorat pour que les gens ne soient pas seuls et qu'ils ne soient pas livrés à eux-mêmes, surtout quand on est jeune. C'est pas facile d'être devant un ordinateur. Je peux continuer sans micro, je vais devoir un petit peu monter la voix, mais c'est pas grave, on se démonte pas, on enchaîne. Hop là, c'est reparti. Alors, qui sont les tuteurs du programme et surtout comment vous les recrutez? Alors bonjour à tous. Donc effectivement, l'une des forces de ce dispositif, c'est la mise en œuvre d'un tutorat. Je qualifierais ce tutorat de double tutorat, dans le sens où tout d'abord nous recrutons des tuteurs dans notre vivier local d'étudiants en master MEF, puisque c'est le master que l'INSPE porte sur le site aurillacois. Donc ces étudiants sont recrutés sur la base du volontariat au niveau local. Ils sont ensuite formés sur la base d'un module de formation de 12 heures aux pratiques tutorales, où on les sensibilise justement à la façon de mener un entretien de coaching, sur la façon également de pouvoir accompagner ces étudiants campus connectés à établir des plans de travail, à pouvoir ne pas baisser les bras, entre guillemets, pouvoir être maintenus et motivés dans un environnement de travail à distance. Et ensuite, ces tuteurs sont également encadrés, je dirais, par des formateurs universitaires, donc des formateurs de l'INSPE présents sur le site aurillacois. Et ces formateurs donc ont vraiment développé, de par leur diplomation et de par leur expérience professionnelle, une réelle expertise dans le domaine de l'accompagnement. Donc ils sont à la fois les formateurs de ces tuteurs, ils sont les coordinateurs de la mise en œuvre du tutorat de proximité fait par les étudiants en master, mais ils sont également ensuite des formateurs au niveau du campus connecté pour tous les modules de formation complémentaire qu'on peut proposer à ces étudiants. Formation, à titre d'exemple, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, c'est par exemple s'approprier un environnement numérique de travail, être capable justement de préparer un partiel, être capable de s'approprier des conférences à distance, être capable de prendre des notes suite à des cours déposés sur des plateformes numériques, etc., etc. Donc on est là vraiment pour l'accompagnement et on n'a pas du tout, je dirais entre guillemets, la prétention de former par rapport à la pluralité des formations qu'on accueille en fait. On ne rentre pas dans du contenu, on est vraiment sur la forme autour de l'accompagnement. Merci beaucoup. Alors, Raphaël Couder, une question pour vous.
Il s'agit d'attirer des nouvelles populations vers ce tiers-lieu. Alors, quel type de public est visé? Est-ce qu'on dirait plutôt que c'est des lycéens un peu en recherche d'orientation? Est-ce que c'est des étudiants qui ont fait une première année d'un truc et puis qui s'y retrouvent pas? Est-ce que ça s'adresse à quel type de public spécifiquement? Alors, par définition, il y a une grande variété du public qui est attendu sur Campus Connecté, qui d'ailleurs qui est déjà présent. Et peut-être la meilleure façon de répondre à la question, c'est vous voyez, de voir à moi passer 3 visages. Alors, je vais falsifier bien sûr les noms, mais pas les histoires. Je pense à Hugo, qui est rugbyman au Stade Aurillacois, rugbyman professionnel. Vous savez, la vie d'un sportif, elle est dense, mais elle est courte. Et il faut penser à l'après-sport. Pour autant, même si la formation qui intéresse Hugo aurait été présente sur Aurillac, il n'est pas possible de la suivre parce qu'il y a les entraînements à la journée. Donc, le campus connecté est important pour lui parce qu'effectivement, il suit une formation à distance et il a besoin d'un accompagnement de l'environnement dont on parlait. La deuxième personne à laquelle je pense, c'est une personne, Émilie, qui est en rupture avec son employeur, donc licenciée, très simplement, pour dire les choses clairement, et qui pense... Alors, le premier, une tranche 20-22 ans, licence TAPS. La deuxième, une personne qui a entre 25 et 30 ans et qui voilà se trouve en rupture d'emploi et qui a besoin de rebondir et qui a des ambitions pour rebondir. Mais une nouvelle fois, la formation à laquelle pense, voyez la tranche d'âge 25-30 ans, on est sans doute déjà un peu installé dans une vie, dans un lieu aussi familialement. Donc la mobilité n'est pas forcément facile ni possible et donc elle suit une formation de haut niveau en web design à un niveau Bac+5 pour pouvoir effectivement suivre son projet et elle le réussit. Et enfin, la troisième personne à laquelle je pense aujourd'hui, c'est, je vais l'appeler Guillaume, et c'est une personne qui a une vingtaine d'années, un petit peu moins d'ailleurs, très jeune, 18 ans plutôt, et qui justement souhaite accéder à des études universitaires, mais qui souffre de troubles autistiques. Et donc l'entrée à l'université est quelque chose qui aujourd'hui fait obstacle. Parce que se retrouver dans une masse de personnes, dans une foule, dans un amphi, c'est pas évident, c'est jamais évident pour quiconque d'entre nous. Ça l'est encore moins sans doute pour lui. Et bien voilà, donc il a trouvé une formation à distance, celle qui lui plaît, et le campus connecté avec les aménagements nécessaires, etc., va lui permettre de suivre cette formation. Donc voilà, très rapidement avec ces 3 visages auxquels j'ai pensé, voilà une grande variété d'âge, une grande variété de formations, une grande variété de parcours entre de la formation initiale, de la reconversion, de l'obligation ou de la contrainte, j'ai envie de dire à un moment donné, qu'elle soit géographique, qu'elle soit peut-être en quelque part aussi médicale ou inclusive. Voilà, voilà un petit peu les profils auxquels je pensais. Alors Betty Faure, Raphaël a partiellement répondu. Donc à quel public ça s'adresse? Il vient de nous donner 3 exemples avec 3 typologies de personnes différentes. Quelqu'un qui fait du sport de haut niveau, qui a besoin de rester fixé sur le territoire, quelqu'un qui est en reconversion, quelqu'un qui est en décrochage. Les formations proposées, est-ce que c'est niveau bac, BTS, bac plus 3, 5? Alors les formations les étudiants qu'on accueille suivent des parcours de formation, mais vraiment très hétérogènes en fait. À titre d'exemple, par exemple pour la rentrée prochaine, où on va s'acheminer vers une bonne vingtaine d'étudiants au niveau local Aurillac, on va accueillir des étudiants qui suivent par exemple des parcours humanités à l'université de Nanterre, parcours qui n'est pas du tout proposé au sein de l'université Clermont-Auvergne. On va accueillir des étudiants à l'opposé qui arrivent de Marseille, qui vont suivre des parcours de formation type BTS dans le domaine du numérique. On va avoir des étudiants qui sont inscrits à l'université de Toulouse sur des parcours sciences du langage, sciences de l'éducation. On va avoir également donc une forte proportion d'étudiants, puisque là on a une petite communauté, je dirais entre guillemets, d'étudiants en contrat d'apprentissage qui sont au centre de formation du Stade Aurillacois et qui vont suivre un parcours principalement STAPS, qui est vraiment, je dirais, dans une voie, je dirais, sportive. On va avoir également des diplômes type numérique, web designer, voilà. Et on a également des parcours BTS plutôt orientés, proposés par des écoles privées type chargé de clientèle. Voilà. Donc vous voyez que c'est quand même très varié au niveau des niveaux de formation. Merci beaucoup. Alors si, une dernière question, si on veut pour les jeunes qui nous regardent, alors peut-être en streaming, peut-être dans la salle, qu'est-ce qu'il faut faire? On va sur quoi? Sur Campus Connecté? Où est-ce qu'on vous trouve? Alors, la première des choses à faire, c'est vraiment d'abord se renseigner sur les formations à distance qui existent, parce que comme j'ai pu le dire, le Campus Connecté n'offre pas de formation en tant que telle,
il faut d'abord venir avec sa formation. Donc vous avez des sites qui proposent, qui recensent des formations à distance universitaires. Vous avez le CNAM qui propose des formations aussi à distance. Donc c'est la première des choses. Et ensuite, une fois que vous avez trouvé votre formation à distance, et faites-vous aider également par les services d'orientation, bien entendu, pour ça, eh bien il s'agit effectivement de s'adresser au campus connecté d'Aurillac, notamment à la responsable de ce campus qui est à côté de moi, qui est Betty Faure, de façon à ce que le dispositif soit présenté et que l'accompagnement démarre dès ses premières minutes et un accueil de qualité et une explication la plus féconde et la plus poussée possible. Alors, merci beaucoup à tous les trois pour ce focus sur le campus connecté Made in Cantal. J'aimais bien le titre que Sébastien a trouvé. Donc, merci à tous les trois. Betty Faure, Florian Morel et Raphaël Couler, je vous laisse regagner vos places. Et sans plus attendre, je vais demander à Julien. Oui, on peut les applaudir. Je me déleste. Je rends le matériel en bon état, sinon je vais me faire gronder. Donc, Julien, rejoignez-moi s'il vous plaît. Nous allons maintenant tout de suite accueillir Julien Valli, qui est chef du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport du Cantal, du ministère de l'Éducation nationale, jeunesse et sport. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. Ça va, vous êtes bien? Ça va, bien oui. installé? Merci. Alors pour commencer, et que tout le monde suive un peu, quelles sont les missions de votre service? Alors, à titre liminaire, peut-être d'abord pour que tout le monde ici puisse situer ce service-là. Auparavant, nous étions donc le service jeunesse, sport, vie associative, inclus dans les directions départementales de la cohésion sociale qui n'existe plus. Et depuis donc le 1er janvier, à l'aune de la réforme de l'État, nous avons été rattachés aux services départementaux de l'éducation nationale. Donc nos missions, elles couvrent 3 spectres, comme je le disais dans le nom. Le spectre sportif, avec toutes les politiques publiques liées au sport. Le spectre de la jeunesse, avec certaines politiques publiques liées à la jeunesse, bien sûr, et le spectre de la vie associative. Ces missions, elles se scindent dans 2 volets, 2 approches paradigmatiques différentes, on va dire. Une première approche plus régalienne, l'approche du contrôle. Je pense par exemple à cet été, l'été très clairement nos missions sont radicalement différentes de ce qu'on peut faire le reste de l'année, avec beaucoup de présence sur le terrain des agents pour veiller à la sécurité des mineurs dans les accueils collectifs, ce qu'on appelle les centres de loisirs ou dans les colos. Est-ce que vos agents en ce moment sont pas un peu chercheurs de cas contact? Parce que les gens que je connais qui travaillent dans les structures où il y a de l'accueil de jeunes, en ce moment c'est assez compliqué. Alors non, on n'est pas chercheur de cas contact. Par contre, on accompagne énormément du fait de la l'habilité des protocoles et des différentes prises en charge. Effectivement, c'est quelque chose qui nous a beaucoup occupé. Donc ça, c'est la première partie, l'aspect très régalien. La deuxième partie, c'est un aspect plus de développement tant des politiques publiques au niveau du sport, mais qui vont moins nous concerner aujourd'hui, à travers le déploiement de la féminisation du sport, le sport santé, le sport pour tous. Là, en ce moment, il y a le pass sport, qui, à l'image du pass culture, permet justement aux familles en précarité financière de pouvoir inscrire leurs enfants dans le champ sportif. Il y a le développement des politiques publiques en termes de jeunesse, souvent via tout un catalogue de dispositifs dont je vais vous faire l'économie de propos. C'est souvent plein de sigles, le service civique, le camp européen de solidarité, le plan vacances apprenantes, les accueils collectifs des mineurs, les PEDT, mais on en parlera tout à l'heure. Et l'aspect vie associative aussi, parce que les associations, avec les collectivités, mais surtout les associations, sont le terreau fertile avec lequel nos dispositifs, justement, peuvent prendre corps dans la réalité de nos territoires. Donc le périscolaire, le sport et les associations. Alors, est-ce que vous pourriez, Julien Valli, nous faire un focus sur, alors pas tous, parce que comme vous avez cité beaucoup de dispositifs d'accompagnement, mais j'aimerais que vous nous parliez un peu plus en détail de la mobilité européenne. En quoi ça consiste? Et puis, est-ce que vous avez peut-être un exemple à nous donner de ce que ça peut donner, la mobilité européenne? Oui, en effet. Alors parmi effectivement les dispositifs qu'on porte, bon, certains sont beaucoup plus connus que d'autres. Je pense par exemple au service civique que d'aucuns ici connaissent et a fortiori les collectivités. Effectivement, la mobilité européenne sont
recouvre en tout cas tout un tas de dispositifs qui permettent justement de travailler en partenariat État-collectivité. Et les collectivités justement sont et doivent être partie prenante de ces dispositifs. À titre d'exemple, il va y avoir donc le Corps européen de solidarité, ce qu'auparavant on appelait le service volontaire européen, et qui permet justement l'envoi de jeunes du département, des départements, quels qu'ils soient bien entendu, en volontariat dans des organisations à l'étranger, au niveau de l'Europe. Ça s'adresse à tous les jeunes de 16 ans, de 16 à 30 ans. Et justement, c'est important d'en parler parce que dans le Cantal, depuis 2 ans, nous nous sommes dotés d'un organisme accrédité pour accueillir et envoyer des jeunes en service volontaire en corps européen de solidarité. Auparavant, les jeunes devaient aller jusqu'à Clermont. Donc, ce qui était compliqué, d'autant plus quand on parle de mobilité éducative à l'étranger. Il y a aussi d'abord les problèmes de mobilité physique, géographique très directs, comme le Cantal les connaît. Et donc, on a le centre social et culturel d'Arpajon-sur-Cère qui a été accrédité et qui, justement, accompagne les jeunes dans leurs pré-projets, les met en relation avec les partenaires européens avec lesquels ils travaillent, de sorte à pouvoir faire un tuilage, un tutorat, un mentorat dans ce projet. Et au-delà du séjour qui est effectué à l'étranger, réaccueille le jeune à nouveau pour travailler avec lui la suite de ce projet. Oui, parce qu'il ne s'agit pas juste de faire un séjour. Après, Exactement. quand on revient, il faut pouvoir mettre à profit ce qu'on a fait à l'étranger pendant cette mission, ici sur le territoire. Exactement. Donc là, c'est la mobilité européenne dont on vient de parler. Maintenant, j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus sur ces fameux, les PEDT. D'accord? Donc, ces programmes, ces projets éducatifs des territoires, Oui. en quoi ça consiste? Comment vous les mettez en pratique? Et puis surtout, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Alors, les PEDT ont une histoire assez particulière dans le Cantal, car ils y sont encore assez nombreux. Le Cantal, juste pour situer, donner quelques éléments factuels et de contexte, est encore resté majoritairement à 4 jours et demi au niveau de l'organisation du temps scolaire, ce qui fait que les PEDT sont relativement légion. Il y en a entre 30 et 40 dans le Cantal. Les PEDT, c'est quoi? Bon, sur le terrain, on observe que classiquement, le PEDT, c'est un projet qui souvent reste à l'échelle communale et qui permet d'organiser, de mettre en place les TAP, les temps d'accueil périscolaire. C'est les fameuses 4 fois 45 minutes ou 3 fois 1 heure qu'on trouve après l'école. C'est la tranche 15-45, 16-30 pour les petits ou 16-30, 18 heures après l'école. Tout dépend après. Ouais, c'est ça. Ou tout le dépend. mercredi après-midi. C'est ça. Idéalement, un PEDT, et en tout cas c'est comme ça qu'ils ont été conçus politiquement, et c'est comme ça qu'ils sont utilisés aussi localement quand ils fonctionnent vraiment bien. Ce sont des projets éducatifs de territoire, comme leur nom l'indique. C'est-à-dire que ils sont essentiellement là pour mettre en musique les différentes ressources rares en plus qu'on connaît dans les départements ruraux à l'échelle d'un territoire pour travailler justement ce fameux continuum éducatif, cette fameuse continuité. C'est justement un petit peu le fil rouge de la journée. Il y a ce qui se passe dans les murs, à l'école, mais il y a aussi tout un tas de partenaires qui œuvrent à l'éducation à travers des dynamiques et des pédagogies d'éducation populaire pour justement accompagner ces jeunes. Donc le PEDT, c'est quoi? C'est un projet politique partagé, pluripartenarial à l'échelle d'un territoire, que ce soit un EPCI ou plus simplement un bassin de vie. Alors, est-ce que c'est ambitieux ou alors est-ce que c'est un peu de la garderie d'enfants après l'école comme ça? Est-ce que dedans, il y a des actions culturelles? Est-ce qu'il y a des projets avec de la continuité? Et si c'est pas le cas, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça s'améliore? Alors, oui, c'est ambitieux, mais c'est surtout particulièrement bien saisi par les élus. D'autant plus que nous, à fortiori dans le Cantal, on a travaillé en partenariat avec le préfet et Madame la Dazen pour articuler justement et permettre aux collectivités d'articuler leurs projets éducatifs de territoire avec les projets d'école, de sorte à ce qu'il puisse vraiment y avoir un écho entre ces deux projets et que ce soit pas juste une concaténation de dispositifs les uns les autres. Oui, c'est ambitieux. Pour autant, je pense que
je pense qu'il y a une succession et une pluralité de dispositifs dans lesquels les élus se perdent aussi et pour lesquels nos services sont là pour les accompagner, pour leur permettre justement non pas de faire ni de faire faire, mais de leur permettre de mettre en œuvre, de mettre en synergie, de mettre autour de la table tous les partenaires nécessaires à ce qu'ils puissent être là. Et non, on lutte vraiment et ces projets luttent contre le consumérisme, contre la consommation d'activités. L'activité est un support à quelque chose. Elle n'est pas une fin en soi. Il ne s'agit pas de remplir l'emploi du temps des enfants en leur mettant tout un tas d'activités dans tous les sens. L'idée, c'est d'avoir comme un projet pédagogique, c'est ça? Et d'avoir des actions cohérentes qui répondent aux attentes du projet. Tout à fait. Et puis de faire découvrir aussi le territoire, ses acteurs, ses ressources, ses forces, son patrimoine matériel, immatériel. On se rend compte, et souvent on part du principe que vu qu'on habite un territoire, on connaît son territoire. C'est particulièrement faux et on le sait bien, toutes les études le montrent. C'est important justement que par exemple, dans les murs de l'école, quand ça se passe dans l'école, mais hors du temps scolaire ou dans les accueils de loisirs, on puisse découvrir la richesse associative locale, parce que c'est le terreau de l'engagement de demain pour les jeunes, d'autant plus. Merci beaucoup Julien Valli. Donc je rappelle que vous êtes chef du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport du Cantal pour le ministère de l'Éducation nationale, jeunesse et sport. Juste pour terminer, une petite anecdote, une belle histoire avec une jeune garçon, jeune fille issue du territoire qui a bénéficié d'un de ces dispositifs. Alors je pense aux échanges de jeunes justement, et ça fait écho à ce que disaient nos deux grandes témoins hier. Elles parlaient de du manque en fait de lieux qui permettaient aux jeunes de s'engager hors cadre particulier. Effectivement, dans le cadre dans un échange de jeunes, donc c'est un dispositif qui est aussi soutenu par l'Union européenne à travers le programme Erasmus+. Lucas et Laurette, deux jeunes du Cantal, de Muran en l'occurrence, ont eu donc Lucas et Laurette, si vous nous entendez, il faut nous regarder, on vous fait coucou, parce que comme on est en streaming, on inclut nos téléspectateurs. Ont eu l'idée, la volonté en fait de vouloir, à travers leur propre engagement, créer un échange de jeunes avec un camp de réfugiés à Athènes autour de le patrimoine immatériel et la musique traditionnelle. Donc ils ont monté tout ce projet. Ils sont venus nous trouver en fait, nous services de l'État, ce qui était assez intéressant. Ils auraient pu d'ailleurs s'appuyer sur tout le réseau d'accompagnement, les centres sociaux, les points d'information, le réseau information jeunesse aussi. Voilà, pour être orientés, pour être accompagnés. Ils ont donc créé ce projet, déposé une demande de financement au niveau européen, obtenu un financement, et ils ont permis à 30 jeunes du Cantal de partir, alors déjà de travailler ensemble, de découvrir la culture locale aussi, immatérielle, à travers la culture musicale traditionnelle auvergnate, et d'échanger justement avec des jeunes grecs et à travers le camp de réfugiés aussi des jeunes Afghans et des jeunes Syriens, à travers leur propre culture et leur propre culture musicale traditionnelle également, sans même travailler la langue en fait, mais à travers un média, à travers le média de la musique, le média de la culture locale, et échanger. Donc il y a eu un aller initial il y a 2 ans, il y a eu le retour par la suite, et donc ça s'est fait hors cadre en fait particulier. Il y a simplement une association qui est venue pouvoir les tutorer pour être support de financement. Par la suite, ils ont créé eux-mêmes leur association. Pour encaisser une subvention, il faut avoir un statut association, loi 1901, donc pas partir tout seul bille en tête, mais être déjà dans une structure. Merci beaucoup Julien Valli pour votre témoignage. Je vous invite à regagner vos places. On va changer. On peut l'applaudir. Ça fait toujours plaisir. Alors, on va maintenant changer de séquence et on va passer à la suite de cette table ronde. Je vais demander à mes comparses de me rejoindre sur scène. Christelle Mélé-Génin, présidente et fondatrice de Job IRL, IRL pour In the Real Life. Catherine Ozon, merci de venir avec nous. Vous êtes directrice générale d'Énergie Jeune. Et nous allons avoir Emma Rouvet en visio tout à l'heure. Installez-vous. Alors, il y a un micro qui nous a lâché, mais je pense que les autres fonctionnent bien. Bah, ça va, comme ça, voilà. Si jamais il y en a un qui va pas, voilà, on va prendre 2 micros chacun. Je pense qu'après, avec ça, on est bon. Christelle, comment ça va? Très bien. Bonjour à tous. Bonjour. On a... Alors, Job IRL, donc c'est dédié à l'orientation concrète des jeunes via des pratiques sur les réseaux sociaux. Vous allez nous en dire un peu plus.
tout d'abord, vous, votre parcours, alors je vais pas dire en détail tout votre CV, mais ça va nous donner une idée de ce pourquoi vous avez créé Job IRL. Vous avez fait Sciences Po, vous avez fait Dauphine, donc on peut dire que vous avez fait un parcours d'excellence. Et Job IRL, donc c'est une association loi 1901 que vous avez créée en 2013. Faites attention aux photographes, ils perturbent toujours les intervenants, donc on reste focus, mesdames. Je confirme. On perd pas le fil. Donc cette plateforme allie des outils digitaux et innovants et des programmes sur le terrain. On peut dire que c'est comme le premier réseau social d'orientation. Ça serait un LinkedIn ou un Tinder entre les jeunes qui veulent se former, leurs tuteurs. Aujourd'hui, donc il y a 70 000 membres actifs, 13 000 jeunes accompagnés en 2020-2021 sur 3 régions, Île-de-France, Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes. Première question, comment vous avez eu l'idée de faire ça ? Alors, j'ai eu l'idée de créer Job IRL parce que, alors en effet, je dirais, j'ai fini par faire des bonnes études. C'est un peu ça. J'étais une lycéenne très moyenne parce que j'ai grandi en banlieue. Je venais d'un collège où le niveau était pas bon du tout. Donc, j'ai été une lycéenne très moyenne. Je me suis accrochée. Et en effet, je pense que c'est juste ma motivation personnelle, parce que j'étais même pas poussée par ma famille, qui fait que, en effet, on peut dire que j'ai un parcours, alors pas de top excellence, mais enfin d'un bon niveau. Moi-même, j'ai manqué de réseau. En fait, j'ai toujours rêvé de changer le monde. Petite, je voulais faire de la politique. Après, j'ai voulu être médecin humanitaire. Enfin, voilà, j'avais cette dimension en moi depuis toujours et que, bien entendu, j'ai conservé. Et puis, je manquais de réseau. Je savais pas comment faire. Je connaissais pas du tout le milieu du développement, du monde associatif. Mes parents non plus. J'avais besoin de gagner de l'argent, voilà. Donc, je me suis dit, bah tiens, je vais faire quand même de l'économie. Je trouvais que l'économie avait un côté macroéconomique, un peu politique. Très très concret. Voilà. Et puis on avait aussi. Non, pas concret. Non, oui. Après, je suis allée dans la finance parce que bon, ça faisait bien sur le CV. Et puis rapidement, donc j'ai quand même vite détourné parce que j'ai fait des relations investisseurs, du marketing et de la com dans des grands groupes américains de finance. Et puis en fait, mes petits rêves d'enfance sont revenus, donc je me suis mise à m'occuper intensément de sans-abri. Donc j'avais été repérée par mon grand groupe américain, bon General Electric pour le dire, et donc quand il a fallu nommer un président de la fondation des bénévoles du groupe en France, même si j'étais très jeune, on m'a proposé de le faire parce qu'on s'est dit tiens, elle a l'air d'avoir plein d'énergie cette jeune femme, et donc c'est là que j'ai découvert qu'on pouvait, c'est vieux, hein, 2003-2004, j'arrivais à bouger 1500 collaborateurs par an sur les 10 000 en France, alors qu'à l'époque, on ne parlait pas du tout d'engagement des collaborateurs. C'était pas très à la mode, l'engagement des collaborateurs. C'était pas du tout à la mode, il y avait qu'AXA qui faisait ça. Enfin, alors c'était un modèle très américain. Les Américains sont, par leur culture, sont très en avance sur nous, sur ces sujets-là. Et donc, c'est à ce moment-là qu'en faisant donc tout ce qu'on faisait, parce que moi je faisais ça en plus de mon vrai job, je dirais marketing dans la finance européen, c'est là que j'ai vu que les gens étaient prêts à donner de leur temps. On faisait du soutien scolaire à Nanterre, derrière la Défense, et c'est là que j'ai commencé à me dire, mais il faudrait qu'on parle de nos métiers aux jeunes, c'est super, on fait du soutien scolaire, c'est indispensable, mais il faut qu'on leur donne de l'ambition, qu'on leur explique quel métier recrute. Moi, j'ai toujours été dans des lignes métiers pas très glamour, hein, la facturage, après le courtage d'assurance, ça fait rêver personne, et en même temps, il y a plein de filières comme ça, que les jeunes ne connaissent pas, qui font pas rêver les foules et qui pourtant offrent plein d'opportunités d'emploi, permettent de commencer dans la vie. Et puis de fil en aiguille, voilà, donc j'ai parcouru plein de choses dans le milieu associatif, j'étais proche de pas mal de mouvements. Et en 2011, après une rupture avec un autre grand groupe financier, eh bien, j'ai mis un an à me décider parce que c'est dur de se décider. J'ai sauté le pas et je me suis dit, je vais créer un réseau social pour créer un lien massif entre les jeunes et les professionnels pour aider les jeunes à s'orienter, à construire leur vie, à découvrir les filières d'avenir. D'ailleurs, pour aujourd'hui, je dirais, j'ai recherché des chiffres. Une des récentes études sur ces sujets-là de la Fondation Jean Jaurès, d'ailleurs sur les jeunes de zones rurales, montre que les jeunes, en fait, en premier lieu pour s'orienter, comptent sur leur famille et leur réseau. 35% des jeunes comptent sur leur réseau et leur famille pour s'orienter, quand ils comptent à 21% sur les infos qu'ils vont trouver sur Internet. Je dirais seulement 15% sur leurs enseignants
et 11% sur les conseillers d'orientation. Donc on voit toute la dimension, et en plus après avec des fractures, des chiffres très disparates selon la géographie, selon le niveau social. Je ne vais pas vous donner tous les chiffres, mais après, donc on voit que les jeunes, bien sûr, de milieux favorisés, ont davantage de réseaux, considèrent qu'ils ont davantage d'informations, ils se prétendent plus motivés à faire des études supérieures. Et puis les jeunes des quartiers politiques de la ville, je dirais, dont on s'intéresse depuis des dizaines d'années en France, les chiffres sont moins bons. Et en fait, en zone rurale, ils sont encore moins bons. Et donc ça, c'est quand même, malheureusement pour les zones rurales, important à souligner, quand les jeunes de zones rurales ont moins d'ambition, moins de réseaux, moins de modèles inspirants, et donc tout ça leur manque crucialement. Et donc moi, l'ADN de Job IRL, c'est vraiment de dire, maintenant, alors voilà, 8 ans après, donc j'ai lancé Job IRL en 2013, et donc 8 ans après, on est même maintenant 80 000 membres, et donc 8 ans après, tout jeune, à partir du moment où elle a un smartphone ou un PC, peut contacter un professionnel de tout métier, tout niveau de formation sur Job IRL, parce qu'on a vraiment une population extrêmement exhaustive. Donc des collégiens, des lycéens, des étudiants, des lycéens, des étudiants. Ou des jeunes en décrochage. Est-ce que si on a plus de 16 ans, qu'on a tout arrêté, qu'on est un peu perdu, ça marche aussi? Ah bah oui, tout marche, puisqu'il suffit de s'inscrire sur jobirl.com, c'est gratuit. Et donc tous ces jeunes peuvent contacter ou des professionnels pour poser leurs questions sur les métiers, ou contacter des étudiants pour poser leurs questions sur les formations. Alors ça, c'est du côté des jeunes, d'accord. Voilà. De l'autre côté, du côté des professionnels ou des entreprises, quelle est la contribution qui leur est demandée? Est-ce qu'ils ont chacun un jeune, ou alors est-ce que c'est par métier? Comment c'est classé? Comment c'est rangé? Alors l'ADN de Job IRL, justement, c'est de pouvoir, alors déjà, demander un engagement, je dirais assez faible. Alors bon, c'est jamais faible, mais aux professionnels. Moi-même, j'ai été tuteur de jeunes et autres. C'est lourd, hein, quand tous les 15 jours, vous devez appeler votre jeune, vous le suivez pendant très longtemps. Déjà qu'on a nos gosses à nous. Voilà, déjà on a nos gosses à nous, c'est pas toujours évident. Ça, ouais. Alors c'est extrêmement vertueux, il y a des gens qui sont ravis de faire ça et c'est génial. Là vraiment, l'ADN de Job IRL, c'est de dire dans le fond, il y a 8 millions de jeunes de 16 à 25 ans et nous, on est près de 30 millions d'actifs. Donc si on est tous membres de Job IRL et on répond tous quelques fois par an à des jeunes qui s'interrogent sur nos métiers, on fait un travail énorme pour l'orientation. Alors si on prend tous un tiers de jeunes chacun, un tiers de jeunes, voilà, ça devrait aller. On répond tous à quelques jeunes par an et on fait beaucoup. Alors j'aime pas les expressions on bouleverse l'orientation et autres parce que y a rien de plus compliqué que d'orienter les gens. Donc faut être très humble, mais au moins on apporte aux jeunes l'information sur la réalité d'un métier, sur l'avenir des métiers. Le monde se transforme tellement vite aujourd'hui qu'il est certain. Alors on a beaucoup critiqué les conseils d'orientation, la connaissance des enseignants, mais personne n'est capable de parler de toutes les filières, de tous les métiers. Donc, demandons à ceux qui les connaissent de répondre aux questions et d'apporter une information la plus fiable possible. Donc, quels sont les secteurs qui recrutent, quel est l'avenir quand même de mon domaine d'activité, quand vous l'exercez et qu'en plus vous avez cette volonté de transmission, vous le savez. Christelle, est-ce que vous confirmez aussi qu'il y a des jeunes qui font certaines formations en se faisant un peu une idée du métier? Moi, j'ai quand même eu des fois des étudiants quand je donne des cours, qu'on fait un bac plus 5 dans un domaine et qui, au bout de 6 mois de stage, se rendent compte que, en fait, non, ça leur plaît pas du tout. Est-ce que ça permet d'éviter un peu ces déconvenus en discutant avec des gens qui font vraiment ce métier-là? Je dirais c'est l'ambition. Ouais, l'ambition, c'est moi, j'ai rencontré plein de jeunes qui, après avoir interrogé des professionnels, se disent non, en fait, ça me plaît pas. En fait, a priori, les qualités qu'il faut pour le métier ou la raison pour laquelle la personne aime son métier, moi, ça me ressemble pas du tout. Et donc, de ce fait, oui, ça peut éviter en effet de perdre du temps, d'aller vers des secteurs complètement bouchés, parce que malheureusement il y en a, d'aller au contraire vers des secteurs qui recrutent beaucoup. La fibre, il y en a beaucoup. La fibre. Voilà, vers la fibre, vers le numérique, vers l'industrie, vers la logistique, le e-commerce. Moi, j'échange toutes les semaines avec des DRH qui n'arrivent pas à recruter. Et parce que les jeunes connaissent pas leur métier, les jeunes se rendent pas compte des opportunités qu'il y a. Et en fait, beaucoup de jeunes, en plus, en échangeant avec leurs parents, qui eux-mêmes n'ont peut-être pas cette culture, continuent à vouloir, aller dans certains secteurs traditionnels, qui fonctionnent aujourd'hui plus ou moins bien. Et c'est franchement dommage. Et puis c'est surtout que les parents souvent répètent à leurs enfants ce qui les rassure eux-mêmes.
qui est pas forcément en phase avec la réalité. Alors Christelle, on va parler un peu concret, on va faire votre minute auto-promo. Job IRL, de quoi vous avez besoin pour continuer à soutenir les jeunes? Je crois que vous êtes implanté à Saint-Denis, à Lyon, à Toulouse, à Montpellier, À Marseille, à Marseille, à Caen, à Aurillac ou en Auvergne. bah, bientôt, dès qu'on nous accueille. Non, mais en fait, donc là, on a parlé de toute la partie digitale. Après, on a toute la partie terrain, parce que donner un outil numérique aux jeunes ne fait pas tout, malheureusement. Et on a beaucoup de jeunes, les plus éloignés, je dirais, les plus en difficulté, les plus, voilà, tous malheureusement ce qu'on veut, ont besoin d'accompagnement. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé un programme d'égalité des chances qui s'appelle Connecte-toi ton avenir. Et donc, en établissement scolaire, donc cette année pour 13 000 jeunes, donc 13 000 jeunes, c'est les jeunes qu'on accompagne sur le terrain, en classe, où on leur apprend à s'orienter, à utiliser les outils numériques, à écrire à un professionnel, à se questionner. On organise des forums métiers en établissement scolaire, des live métiers à distance maintenant avec le Covid, avec les zones rurales, parce que justement le numérique permet de faire tout ça. Et donc en fait aussi notre force en ouvrant des antennes régionales, c'est vraiment de créer un maillage régional, parce que un outil numérique, bien sûr on a des membres sur toute la France, en Outre-mer et autres, parce que les gens nous trouvent. Après, la force d'ouvrir des antennes en région, c'est vraiment d'agir avec les acteurs du territoire. On est partenaire d'une centaine d'établissements scolaires aujourd'hui. On a plus de 3000 entreprises qui ont des collaborateurs inscrits sur Job IRL. On travaille avec des CFA, des universités. Enfin voilà, et c'est tout ce travail qu'on fait sur les territoires qui nous permet réellement d'être plus efficace, de construire avec aussi les politiques locales, de répondre aux besoins locaux sur l'alternance, sur les stages de la voie pro qui sont pas toujours les mêmes, les stages de troisième. On est l'un des opérateurs du gouvernement sur le plan des stages REP+. Et donc, on a besoin, je dirais, de soutien des collectivités locales, de mécènes d'entreprises pour être en capacité de déployer nos programmes sur les terrains et d'ouvrir et de donner davantage d'envergure à nos programmes. Donc vous entendez, vous qui êtes ici, Ruralytics 16e édition, que vous soyez élu professionnel dans des entreprises, n'hésitez pas à contacter Christelle avec Job IRL, parce que je pense que ça peut être très utile pour les jeunes du territoire. Puis si vous voulez bien mentorer ou tutorer un jeune, devenez tous membres. Voilà, on l'a bien fait. Merci beaucoup, vous restez avec nous. Alors Catherine Ozon, ça va? Vous êtes en forme? Pleine forme. Alors vous, Catherine Ozon, vous êtes directrice générale de Énergie Jeune, c'est ça? C'est ça. Alors c'est bien moi. C'est bien vous, c'est ça. Alors Énergie Jeune, avant d'en dire plus sur ce que vous avez monté, je rappelle un peu que vous avez eu une carrière assez conséquente avec, je vais résumer, 3 parties un peu dans votre carrière. Une partie dans les directions marketing et vente dans des grands groupes internationaux. Vous avez aussi été consultante en parcours de formation et accompagnement au changement. Et vous avez aussi été enseignante et responsable d'associations locales dans des établissements étrangers au UK, au Qatar, en Indonésie. Donc, on pouvait dire que vous avez roulé votre bosse. Et donc cette association Énergie Jeune, donc elle est reconnue d'utilité publique, agréée par le ministère de l'Éducation nationale. Et c'est donc au service de la réussite scolaire depuis 2009, c'est ça ? C'est bien ça. Énergie Jeune a été créée en 2009 par Philippe Corda, qui est son président fondateur, qui est un expert sur tout ce qui est sciences de l'éducation, neurosciences. Donc ça, c'est lui qui a créé ce programme que l'on déploie aujourd'hui. Et effectivement, la mission sociale d'Énergie Jeune, c'est aujourd'hui de lutter contre les inégalités scolaires, parce qu'on sait qu'elles sont nombreuses et elles sont souvent le fruit d'inégalités sociales qui s'aggravent et qui brident un petit peu le parcours des jeunes. Alors nous, on déploie en fait un programme en étroite collaboration, et ça c'est important, avec les enseignants et les personnels de direction des collèges, pour offrir aux collégiens qui sont en situation défavorisée la chance d'apprendre à aimer apprendre. Alors on n'est pas du tout dans le mentorat, le tutorat, et on n'est pas du tout sur la partie académique de l'enseignement. Ça, c'est bien entendu le périmètre des enseignants. Nous, en revanche, on va intervenir via une méthode que j'essaierai de vous décrire dans quelques minutes. On va intervenir sur le développement de compétences socio-émotionnelles socles qui vont aider les élèves à prendre confiance en eux
et à trouver du plaisir dans l'effort que demande l'apprentissage, parce que ça se fait pas toujours tout seul. Donc, on travaille beaucoup sur le développement des compétences d'autodiscipline. On pourra revenir dans le détail là-dessus, mais aussi sur le développement d'un état d'esprit positif, de se dire que on peut tous progresser grâce à l'entraînement, qu'on n'a pas un niveau de maths qui est nul parce que toute la famille est mauvaise en maths ou n'en a jamais fait, tout simplement, que c'est pas parce qu'on a eu 2-3 mauvaises notes que bon, bah de toute façon la messe est dite, on s'en sortira jamais. Donc, on travaille sur cet état d'esprit positif. Et puis, bien sûr, on essaye d'emmener les collégiens, puisque nous, on intervient essentiellement en collège, sur le chemin de la persévérance scolaire. Alors, autodiscipline, état d'esprit positif, persévérance scolaire, c'est des mots qui peuvent paraître un petit peu arides, qui sont pas toujours très sexy pour les collégiens. Alors, je vous rassure, c'est pas comme ça qu'on leur présente les choses. C'est ce que j'allais dire. Autodiscipline, ça fait peur, je pense. Néanmoins, ce qu'on sait, c'est que les années collège de 12 à 16 ans, je sais pas si vous avez des enfants dans la salle, si vous êtes enseignant, c'est les années quand même où tout se joue, où on demande beaucoup aux adolescents. Il faut qu'ils soient autonomes dans un nouveau mode d'apprentissage au collège. Il faut qu'ils se trouvent un petit peu au niveau hormonal, sexuel, tout ce que vous voulez. Des nouveaux centres d'intérêt, c'est une façon polie de le dire. Et oui, mais la puberté, j'ai vu ça avec ça les perturbe beaucoup, paraît-il. Voilà, exactement. Et puis, il faut aussi se conformer à ses pairs, c'est-à-dire aux copains, avoir une appartenance à un groupe. Enfin, tout ça, ça demande beaucoup. Et puis, en plus, il y a tous les apprentissages académiques et scolaires. Donc, tout ça, c'est un moment charnière et on sait que c'est à ce moment-là, si on arrive à installer des bonnes habitudes, des routines, qu'on va sans doute avoir des collégiens qui vont gagner sur leur réussite scolaire. Mais malheureusement, les difficultés sociales, les difficultés familiales, environnementales, font qu'il n'y a pas toujours le soutien nécessaire pour les élèves qui sont dans les quartiers dits en difficulté. Donc nous, on intervient depuis 2009, chaque année auprès de 120 000 élèves. Donc on intervient dans 400 à 500 collèges par an, plutôt dans les zones défavorisées. Et une fois encore, notre volonté, c'est de leur offrir la possibilité de tous réussir scolairement. Alors, excusez-moi, est-ce que c'est zone rurale, urbaine Alors, c'est une excellente question. C'est-à-dire que jusque-là, notre volonté, c'était d'aller là où les inégalités sont les plus criantes. Et puis, on a suivi les dispositifs de politique publique. On est allé prioritairement parce que nos moyens financiers et humains ne nous permettaient pas forcément de couvrir la totalité des collégiens. On est allé en priorité dans les zones dites d'éducation prioritaire. Donc, sur les collèges, plutôt REP, REP+. Mais on a commencé à être sollicité et on a commencé à intervenir grâce au financement d'ailleurs de grands partenaires privés, pour ne pas les citer, la fondation EDF, sur des expérimentations en zone rurale. Et on a commencé à déployer notre programme en zone rurale. Alors par exemple, Thierry Chalaillé est avec nous aujourd'hui, c'est notre délégué régional sur la région Auvergne-Rhône-Alpes-Bourgogne, donc vous aurez l'occasion de le rencontrer si vous le souhaitez. On intervient à Rion-Est-Montagne, c'est dans le Cantal. Je crois qu'on a une collaboration très riche avec ce collège. Donc, on a commencé à aller dans la ruralité. Et puis, ça fait quand même 2 ans qu'on nous dit exactement ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'il y a une grande inégalité scolaire dans la ruralité. Alors, elle n'a pas forcément les mêmes symptômes, parce que les résultats scolaires dans la ruralité, ils sont très bon, meilleur que le national ou à minima dans la moyenne nationale. Donc on se dit pas de problème. En revanche, quand on creuse un peu et puis qu'on voit l'orientation, on se rend compte effectivement que l'orientation est contrainte. Donc nous on s'est dit ça c'est de l'inégalité, donc Énergie Jeune, on lutte contre l'inégalité scolaire, on est légitime, on y va, on va regarder ce qu'on peut faire. Alors on a quand même cherché d'abord à comprendre quelles étaient les sources de ce constat, c'est-à-dire quelles sont les causes de cette orientation contrainte, qu'est-ce qui crée de l'inégalité scolaire en ruralité. Donc on a fait une enquête diagnostique, on a interviewé une 50aine de personnes, des anciens élèves de collèges ruraux, des principaux de collèges ruraux, mais aussi des chercheurs qui travaillent principalement sur la ruralité. De tout ça, j'essaye de faire court. On a sorti trois causes principales et elles ont été pas mal présentées hier matin dans la définition de la ruralité, les difficultés. Donc on doit pas être loin de la vérité puisqu'on recoupe ce que vous tous ici dans cette salle savez peut-être déjà. Mais la première chose, c'est
redonner de l'utilité à l'école dans l'esprit des collégiens ruraux. Parce que bien souvent, pour eux, ils se disent « mais qu'est-ce que je fais au collège ? De toute façon, je sais déjà ce que je vais faire dans 3 ans. J'ai le minimum vital, lire, écrire, compter, je m'en sors, je sais me servir de mon téléphone. » Donc c'est le côté à quoi ça sert finalement, que j'aille en cours tous les jours, à quoi ça sert? À quoi ça sert que j'aille au collège? Et puis il y a une deuxième cause, on en a beaucoup parlé hier, c'est un petit peu l'injonction contradictoire autour de la mobilité. J'ai une identité territoriale, je veux rester, mais quand même, je veux faire autre chose que les possibilités professionnelles qui sont autour de moi. Mais je veux partir, je veux faire des études, mais peut-être que je veux revenir. Et tout le monde n'a pas le campus connecté, qui est, ceci étant, une super chose. Donc voilà, mais ça, c'est qu'est-ce que je fais? Si je pars, est-ce que je pourrais revenir? Comment je vais? Donc là, c'est très compliqué, donc ça a tendance à dire, oh là, c'est compliqué, je fais pas. Est-ce que ça, c'est comme un conflit de loyauté un peu? Exactement, entre, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc ça, c'est la deuxième cause qu'il faut qu'on traite. Et puis il y a une troisième cause, ça a été un petit peu abordé, c'est la notion de rôle modèle. C'est-à-dire les collégiens en zone rurale n'ont pas toujours autour d'eux l'inspiration ou en tout cas la concrétisation de ce qu'ils aiment. C'est-à-dire, vous êtes en zone rurale, vous adorez le français, vous adorez l'histoire-géographie, ok, vous en faites quoi de ça? Comment vous faites? Et autour de vous, il n'y a pas forcément des exemples de métiers qui vont être liés à ça, à cette compétence, à cette appétence. Donc ces trois choses-là sont des causes limitantes à l'orientation des collégiens dans la ruralité et donc à leur réussite scolaire, parce qu'ils lâchent l'affaire. Donc on a intégré ça dans le parcours d'Énergie Jeune. Alors pourriez-vous dire, Énergie Jeune, quelle est leur légitimité? Ils ont toujours travaillé dans les banlieues, dans le 9-3, à Villeurbanne, voilà. Bon, qu'est-ce qu'ils viennent faire en ruralité? Alors en fait, on a fait une très grosse étude d'impact sur notre programme, qui intervient sur les 4 années de collège. On a fait cette étude d'impact de 2014 à 2019 sur 27 000 élèves dans 97 collèges. Vous pouvez chercher, il n'y a pas plus grosse étude d'impact. Elle a été faite par un laboratoire indépendant qui s'appelle le JPAL, qui est dirigé par Esther Duflo, prix Nobel d'autonomie. Et cette étude d'impact, on a eu les résultats finaux en janvier 2021. On en est très fiers. Donc c'est pour ça que je les partage avec vous. Mais en l'occurrence, ça dit les élèves qui passent par Énergie Jeune, à la différence de ceux qui n'ont pas Énergie Jeune, dans un même collège, vont avoir une amélioration de leurs résultats scolaires significative. Première chose. Deuxième chose, les comportements des élèves de ces collèges vont être améliorés et beaucoup moins explosifs. Donc moins de violence, moins de retard, moins de sanctions, moins d'absence. Et dernière chose, et c'est là où on a toute notre légitimité sur l'inégalité scolaire en zone rurale, sur les territoires ruraux, c'est que les élèves qui sont passés par le programme Énergie Jeune ont moins de fatalisme social, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus ambitieux pour eux-mêmes dans ce qu'ils veulent faire après la troisième. Donc là, on a gagné. Donc là, le troisième point que vous venez de citer, en fait, c'est le titre de notre séquence, c'est donner confiance. Exactement. Donc passer par ce programme. C'est donner confiance. Si on arrive à démontrer aux élèves que l'effort de l'apprentissage vaut le coup et qu'ils vont y arriver et qu'ils sont tout à fait capables de le faire, chacun à leur vitesse. Alors on prétend pas régler les problèmes sociaux et environnementaux du jour au lendemain. La question n'est pas là, mais on dit à l'élève, quand tu utilises une certaine méthode, quand tu t'y mets, quand tu t'autodisciplines, que tu arrives à identifier ce qui t'empêche aujourd'hui de réussir et d'atteindre tes objectifs, petit à petit, en t'entraînant, tu vas progresser. Et quand l'élève se rend compte de ça, il reprend confiance en lui. Et alors nous, je vous l'ai dit assez rapidement, mais on intervient dans les collèges en classe entière avec le professeur, l'enseignant dans la classe. On a 2 volontaires Énergie Jeune qui sont là sur le temps scolaire et qui vont faire 3 interventions sur l'année de 55 minutes. Alors c'est pas de la magie, il y a un programme qui est développé avec des pédagogies très précises qui sont fondées sur des recherches qui ont fait leurs preuves. Les anglo-saxons appellent ça les wise interventions, c'est la capacité à avoir des interventions très courtes et très ciblées, mais qui vont générer des déclics psychologiques, qui vont faire tomber des croyances limitantes, c'est ce que je vous disais, tout le monde est nul en maths autour de moi, donc moi, il n'y a pas de raison. Donc, on fait tomber ça. En sachant que les parents disent souvent des choses, oui, mais ma fille est nulle en maths comme moi. Exactement. Ouais. Voilà. Alors, on essaye aussi de travailler pour les parents. C'est un autre sujet, mais on vous le présentera cet après-midi. D'ailleurs, je vous encourage, bien sûr, à venir à la masterclass qu'on va faire cet après-midi. On vous présentera vraiment tout le détail de la pédagogie qu'on utilise. Mais en tout cas, dans ces 3 interventions qu'on fait sur une année de collège,
chaque élève se fixe un défi personnel d'une intervention à l'autre. Et c'est avec cette méthode aussi que les élèves arrivent à se rendre compte qu'ils progressent quand ils mettent en place des nouvelles habitudes. Et là, on a gagné. Alors, on gagne pas sur tous les élèves, mais on a en moyenne, et je trouve que c'est pas mal, 7 élèves dans une classe qui vont avoir un déclic où les enseignants nous disent oui, là vous avez fait la différence. Donc on en est quand même assez fiers. Alors l'enjeu dans la ruralité, parce que je vois que je suis un peu longue, donc je vais essayer de conclure. On veut se développer dans la ruralité. On a pour objectif d'avoir 20 000 collégiens de plus en zone rurale en 2021-2022. Pour ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir qu'on trouve des volontaires pour animer dans les collèges, et il faut que ces volontaires ils soient pas trop loin des collèges, parce qu'on veut établir une relation privilégiée avec les principaux, avec les enseignants. Faut être là. Catherine Ozon, donc appel aux volontaires, et on peut vous retrouver cet après-midi parce qu'on a maintenant une visio avec quelqu'un qui doit nous parler. Et puis dernière chose, ça coûte plus cher parce que c'est plus loin, c'est plus facile, plus difficile d'accès, les collèges sont plus éloignés. Donc voilà, on cherche de nouveaux partenaires, qu'ils soient privés, qu'ils soient publics. Je sais que dans la salle, on a des grands partenaires, Orange, La Poste qui nous aide, Enedis. J'espère que tous les autres qui sont là, je vais les appeler, ils vont devenir partenaires. Il y a beaucoup de logos sur les kakémonos. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Rendez-vous cet après-midi. Voilà, pour ceux qui veulent en savoir plus. On va tout de suite donner la parole à Emma Rouvet. Alors Emma Rouvet, elle est de Territoires aux grandes écoles, donc des Territoires aux grandes écoles. Elle va nous présenter l'association. Donc en fait, c'est une fédération. Hop. Bonjour, Emma Rouvet, ça va? Ça va très bien et vous? Merci vous êtes en forme de me recevoir et de me recevoir l'association. On est très content de vous voir. Donc la fédération des Territoires aux grandes écoles regroupe donc une trentaine d'associations locales qui contribuent à l'égalité des chances et au développement économique des territoires. Et vous-même, donc Emma Rouvet, vous êtes étudiante à Sciences Po et vous avez bénéficié de ce programme. J'ai vu aussi que vous aviez écrit un super article dans le Figaro en mai dernier. Donc je vous félicite parce que j'ai trouvé ça très bien écrit. Il s'appelle « Face à la fracture de la promesse républicaine, réconcilions les territoires avec l'enseignement supérieur ». Donc Emma Rouvet, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours à vous personnel après le bac et de ce programme? Oui, bien sûr. Alors effectivement, je pourrais pas trop parler de mon parcours personnel sans mentionner l'association parce que du coup, c'est vrai que pour ma part, ça fait donc maintenant 4 ans que je suis dans l'association, mais j'ai commencé tout d'abord en étant moi-même parrainée en fait par un membre de l'association. Parce que du coup, comme vous l'avez très justement dit, on est une fédération d'associations avec 33 associations locales et on fonctionne vraiment avec l'ancrage local. Et donc moi, il se trouve que je suis aussi auvergnate et du coup, je suis de l'Allier. Et donc, c'est l'association locale de l'Allier aux grandes écoles qui était venue intervenir dans mon lycée lorsque j'étais en terminale. Et en fait, je préparais un petit peu dans mon coin les concours de Sciences Po sans beaucoup de confiance, mais j'étais quand même motivée parce que j'avais l'impression que ça pourrait me correspondre. Et en fait, dans l'équipe qui est venue intervenir donc dans mon lycée, il se trouve qu'il y avait un membre de l'association qui était lui-même à Sciences Po. Et donc, forcément, naturellement, je suis allée le voir à la fin de l'intervention. Et donc, il m'a parlé de son parcours, comment il était parvenu, et lui-même, étant de l'Allier, forcément, je me suis vraiment identifiée à lui. Emma, est-ce que c'est un peu ce rôle modèle dont on parlait? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut rencontrer, quand on est très jeune, un adulte sur lequel on puisse se projeter et se dire j'ai envie de faire comme lui ou on a envie de faire comme elle. Donc lui, c'était votre déclic. Je peux que valider la méthode parce que du coup, c'est vrai que ça a plutôt bien fonctionné pour ma part. Et maintenant que je suis dans l'autre rôle du coup de marraine, je vois que ça fonctionne aussi. Mais donc effectivement, il m'a donné en fait plein de conseils. On s'est beaucoup appelé. Il m'a fait passer des oraux blancs du coup quand j'étais prise aux écrits. Enfin, j'étais admise à l'oral de Sciences Po. Et donc, une fois que j'ai intégré Sciences Po, j'ai choisi donc forcément naturellement de m'investir dans l'association tant j'étais convaincue que c'était une bonne méthode. Et donc maintenant, au niveau de la fédération, je m'occupe un petit peu de tout ce qui est relations institutionnelles. Et au niveau de l'Allier, je suis coprésidente de l'association locale. Et puis pour ce qui est de nos actions, c'est vrai que nous, on en parlait juste avant, mais on fait beaucoup de parrainage. On a une vraie plateforme de parrainage en fait où les lycéens nous contactent et on les met en lien avec des étudiants qui ont fait en fait le parcours qu'ils désireraient faire et ou l'école qu'ils désireraient rejoindre. Et puis nous, on se charge vraiment d'essayer, même si possible, de les mettre en lien avec des gens qui étaient dans le même lycée qu'eux pour vraiment amplifier ce phénomène d'identification
Voilà une de nos principales actions. Après, je pourrais développer sur d'autres. Alors, pour les études et l'orientation, est-ce que vous avez vu une vraie frontière entre les jeunes de la ville et les jeunes de la ruralité? Et là, les jeunes de la ruralité, vous les mettez plutôt en contact avec des étudiants, c'est ça, plutôt qu'avec des professionnels? Alors en fait, on a deux versants dans notre action. On a un premier versant qui est vraiment l'égalité des chances. Donc effectivement, on va essayer de mettre en lien donc les lycéens qui nous contactent, parfois même les parents qui nous contactent aussi pour leurs enfants. On essaie de trouver donc des étudiants ou des jeunes diplômés pour les mettre en lien et qui puissent répondre à leurs questions. Après, on a un deuxième volet dans notre action qui est vraiment le développement économique des territoires et l'idée de resserrer les liens locaux, enfin au niveau de l'économie, parce qu'on est aussi persuadé que il y a plein de forces vives dans nos territoires et que ce serait dommage de se concentrer seulement à faire partir entre guillemets les élèves de nos territoires, mais l'idée c'est aussi de permettre à ceux qui le veulent de revenir. Donc on leur fait rencontrer des professionnels dans le cadre de visites en entreprise, de conférences table ronde avec des entrepreneurs locaux. Donc on fait un petit peu les deux, mais de façon un petit peu différente. Alors vous, avec vos nouvelles fonctions, ça vous prend quand même pas mal de temps. Étudiante à Sciences Po, je pense qu'il faut quand même bosser. Enfin, il y a le concours, puis après, faut quand même envoyer. Il faut que vous fassiez connaître la fédération auprès des lycées, parce que pour bénéficier de ce programme, encore faut-il savoir que ça existe. Comment vous faites pour informer les lycéens du territoire que ça existe? Est-ce que vous faites de temps en temps des visites d'information? Est-ce que vous communiquez dans la presse locale? Comment est-ce que vous vous faites connaître? Alors c'est vrai qu'on a cette structure qui est vraiment nationale et locale. Donc pour faire connaître aux lycéens, on mise vraiment sur l'ancrage local parce que du coup les associations locales ont un petit peu de liberté pour faire connaître leurs associations et en fonction des identités régionales, etc. Il y a certains territoires qui vont passer plus effectivement par la presse locale, d'autres plus par des réunions d'information. Donc on fait un petit peu les deux, mais c'est vrai que la presse locale généralement est vraiment un allié hors pair pour nous permettre de parler de nos interventions, de notre dispositif de bourse au mérite, parce qu'on a aussi un dispositif de bourse au mérite. Donc ça, c'est certain. Après, on fait souvent des réunions d'information donc avec les parents, les professeurs aussi, parce que les professeurs sont souvent ceux qui parlent de notre association à leurs élèves. Et puis maintenant, avec le développement de tout ce qui est live sur les réseaux sociaux et avec les confinements, on n'a pas eu d'autre choix que du coup de se développer là-dessus aussi. Et c'est vrai que ça marche très bien pour avoir un contact en fait direct avec les lycéens qui sur Instagram vont voir nos lives, etc. Et ça marche. Donc là, on a une info quand même. J'allais dire où vous trouvez pour les jeunes qui nous regardent en streaming, qui nous entendent, qui nous écoutent. Si on veut vous trouver, on fait quoi? On va sur Fédération des territoires aux grandes écoles en ligne. Alors, vous pouvez aller sur notre site internet, en effet, mais c'est vrai que vraiment, étant donné qu'on est quand même tous étudiants ou jeunes diplômés, généralement, on essaye de privilégier un contact assez facile et direct. Donc, sur nos réseaux sociaux, on est présent partout. Vous faites, Emma Rouvet, vous faites des reels sur Instagram, c'est ça? Ouais, on raconte des trucs dans votre chambre. Un peu partout. Donc, vraiment, généralement, les élèves nous envoient juste des messages directs sur les réseaux sociaux et ça marche plutôt bien. En tout cas, Emma Rouvet, merci beaucoup pour votre témoignage. J'espère qu'on vous reverra parce que je pense que vous allez avoir une belle carrière devant vous. Vous allez peut-être être élu prochainement. Vous serez certainement à la tribune. Je vous remercie toutes les trois. Donc, Emma Rouvet des territoires aux grandes écoles en visio qui était avec nous. Donc, merci beaucoup. Christelle Mélé-Génin, présidente fondatrice de Job IRL, qui compte sur vous pour nouer d'autres partenariats et trouver d'autres tuteurs. La masterclass, c'est à 14h. Et Catherine Ozon, donc directrice générale d'Énergie Jeune, vous êtes là cet après-midi également. 17h30, ça rigole pas. Donc, vous pouvez faire les deux en plus. C'est magnifique. Merci beaucoup à toutes les trois. Je vais redonner la parole à Sébastien Cotte qui va convier Olympia Roumier et Julie Soulier, nos grandes témoines. Où sont nos grandes témoines? 1, 2, c'est bon. Et ben les gars, ben voilà. Oh, plus près, je sais pas. Non, je vais me sentir tout seul, moi, sinon. Hop,
Voilà, merci à toutes les deux. Donc, vous avez connu la règle du jeu qu'on a mis en place dès hier matin. Le dernier mot, c'est à la jeunesse que nous souhaitons donner, avec Olympia Roumier et Julie Soulier, qui sont étudiantes en master de développement local à l'Institut Auvergne-Rhône-Alpes de développement des territoires, et qui sont là pour nous dire, comme elles l'ont fait hier, et avec beaucoup de talent, ce qui les a marqués dans cette matinée, ce qui les a inspirés, peut-être ce qui leur semble manquer, voire nous faire des propositions pour améliorer nos manières de faire. Qui commence ? Alors, nous parlions hier que le monde de demain, post-crise sanitaire, ne sera plus le même qu'avant. Et il est vrai que l'école, les pratiques de l'enseignement ont beaucoup évolué. Et je pense en effet que certaines innovations permises par le développement du numérique durant cette crise perdureront dans le futur. Et je voudrais, donc, comme ça a été fait ce matin, insister sur le fait que la formation des enseignants, des parents, des étudiants, des enfants est très importante, la formation sur le numérique. Pour parler de notre expérience avec Olympia, cela fait maintenant donc 1 an et demi que nous suivons nos cours quasi exclusivement en distanciel. Par exemple, l'année dernière, nous sommes allés à l'université en présentiel seulement 1 mois, du 15 septembre au 15 octobre. Et le numérique nous a clairement permis de poursuivre nos études, sans quoi ça aurait été très compliqué. Et donc, même si au début, il faut un temps d'adaptation pour certains cours, le visio a quand même eu des grands avantages. Je pense notamment à des cours plutôt techniques de cartographie sur des systèmes d'information géographique pour lesquels le partage d'écran en visio a beaucoup facilité la compréhension. Et aujourd'hui, les outils de télétravail, les outils en visio sont de plus en plus développés, plus en plus complets, interactifs aussi et participatifs. C'est pas seulement un prof derrière un écran. Les étudiants peuvent aussi participer. Et pour revenir sur les territoires ruraux, je pense vraiment que les campus connectés représentent une grande opportunité pour les jeunes souhaitant poursuivre leurs études sans pour autant quitter le département. Et avoir accès à l'enseignement supérieur également dans les territoires ruraux pourra, je pense, justement inciter certains jeunes qui auraient peut-être renoncé sans l'existence de ces structures à poursuivre sur des études supérieures. Merci beaucoup Julie. Olympia, votre regard à vous ? Oui, donc effectivement, ça a été vraiment 2 années d'études totalement chamboulées. Notamment, je pense fortement aux étudiants qui ont vraiment ressenti la solitude, l'isolement le plus profond. On avait par exemple beaucoup d'élèves en Erasmus cette année dans notre promotion et on sait que pour eux ça a été particulièrement difficile. Mais là encore, le numérique leur a permis par exemple de garder contact avec leurs familles très éloignées dans d'autres pays, dans d'autres continents. Donc voilà, ça a été très compliqué, mais on a vu aussi par vos précédentes interventions juste avant qu'il y a deux outils qui se développent et qui ont l'air plus participatifs, plus inclusifs. Et ça, c'est super, c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on demande. Bien sûr, il y a aussi cet aspect numérique qui peut entrer dans la vie professionnelle. Je pense qu'il y a des élèves, des étudiants ou des jeunes en vie active qui ont peut-être du mal à parler de leurs problèmes personnels en physique. Et le numérique peut certainement aider aussi à prendre contact avec diverses associations. Certainement, le réseau InfoJeunes va très bien en parler cet après-midi en masterclass. Donc, je vais pas trop continuer sur ce sujet, mais voilà, je pense qu'effectivement, le numérique a aussi cette aide-là, aussi au niveau personnel. Bien sûr, évidemment, on en a parlé juste avant, il y a quand même des disparités énormes, des discriminations qui font que certainement, c'est sûr que beaucoup de jeunes ont un manque de confiance en eux, ont du mal à prendre la parole, que ce soit pour le professionnel, les études, le personnel. Et donc, il y a quand même effectivement un travail à faire et la collaboration certainement des associations, des collectivités, des écoles, des lycées, des universités est primordiale sur ce sujet. Et bien sûr, le travail des associations, comme on a vu juste avant, Job IRL et Énergie Jeune est vraiment nécessaire pour ça et c'est un fabuleux travail. Voilà. Merci. Donc j'ai l'impression que vous validez quand même la manière dont les sujets sont abordés. C'est un bon signe. On n'est pas en train de se gourer. On n'a visiblement pas oublié grand-chose. Le seul truc, c'est qu'il faudrait concrétiser tout ça le plus vite possible.
j'ai l'impression. Hein, le campus connecté, effectivement, c'est vraiment un dispositif tout à fait exemplaire. Et puis la démocratisation des usages du numérique, les capacités d'interactivité, puis l'enrichissement des ressources. Voilà, on est sur le bon chemin. Donc le message, c'est continuons, enfin continuez, parce que moi je suis pour rien. Mais bravo à tous les acteurs, effectivement, de cette stratégie nationale et locale, à la fois nationale et locale. Rose Le Mardelet a bien insisté sur cette horizontalité et ces deux niveaux d'intervention. Mireille Branger a su nous rappeler le partenariat étroit sur les TNE avec les collectivités. Ok, bon, vous êtes validés. Voilà. Donc...